Salut à tous, bienvenue sur Merci on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir une directrice de casting talentueuse et disponible. Martha Lenost, bonjour. Bonjour, et merci de me recevoir du coup. Bah non, merci à toi, c'est un honneur de t'accueillir parce que quand j'avais fait cette émission, j'imaginais pas que j'allais un jour recevoir une directrice de casting et là, le fait d'en avoir une en vrai, c'est extraordinaire. Donc merci pour ta disponibilité en fait. Mais de rien, je suis contente de pouvoir partager un petit peu mes expériences aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de comédiens qui ont fait des retours d'expérience, donc c'est bien, Ouais. j'imagine, d'avoir l'autre côté. Bien sûr, oui, c'est bien d'avoir de l'autre côté. T'es un peu comme la licorne, tu sais. On a souvent entendu parler de toi, mais peu de gens t'ont vu. Le mythe. Voilà, c'est ça le mythe. Pour commencer, ma première question, ça serait, comme tu es une directrice de casting, est-ce que tu es toujours en mode sélection dans tout? Ça veut dire dans ta vie perso, dans ta vie professionnelle, ça veut dire pour tes choix de restaurant, pour le choix de tes amis. Est-ce que tes amis ont passé un casting? C'est marrant comme question. Non, vraiment pas du tout. Non, mais comme dans le travail, je fonctionne complètement au feeling en fait. C'est des rencontres comme dans ce métier. Enfin, la vie, c'est des rencontres. Donc non, je suis pas du tout sélective dans ma vie, même si j'ai un petit truc de contrôle quand même, on va pas se mentir. Mais non, je suis pas dans la sélection tout le temps, quoi. Donc il n'y a pas de déformation professionnelle. Non, non, en tout cas, ça pas. D'accord. Maintenant, si tu donnais un peu un contexte à nos auditeurs, si tu nous parlais un peu de ton parcours, comment tu es devenue directrice de casting, tout ça? Ouais, alors, en fait, déjà, pour devenir directrice, il n'y a pas vraiment de parcours. En fait, c'est un peu un métier où on atterrit là, on ne sait pas trop comment, en fait, finalement. Et tout le monde a un parcours différent. J'ai remarqué tous les gens qui sont dans mon entourage, dans le casting, on a tous des parcours totalement différents. Moi, j'ai commencé, j'ai fait une fac de langue étrangère appliquée en Bretagne, parce que je suis bretonne. Ok. Donc, rien à voir avec le cinéma. Vraiment, à aucun moment, je pensais atterrir dans le cinéma quand j'étais jeune. Voilà, j'ai fait ma fac de langue. J'ai embrayé sur un master de communication et de management, donc toujours rien à voir. Et en fait, au fur et à mesure, je sentais bien qu'il me manquait un truc parce que mes parents sont artistes, plasticiens, ils sont profs aux Beaux-Arts. Et je sais pas, je sentais qu'il me manquait une petite touche artistique. Je me voyais pas dans un futur sans ça. Donc, j'ai fait une année de césure. Et pendant cette année de césure, pour être sûre de mon choix, j'ai fait un stage en agence de com. J'ai pas du tout aimé. Enfin, vraiment, c'était pas pour moi. Et par pur hasard, j'ai trouvé un stage, je crois que c'était sur Job Culture à l'époque, chez l'agence Rose, avec Méline Saint-Marc, Sophie Barrois et Sybille Dura. Donc 3 agents, super. J'ai fait 6 mois de stage avec elles en assistante d'agent, donc je les ai assistées toutes les 3. Et c'était trop bien, ça s'est trop bien passé. Elles ont été vraiment mes mentors. Elles m'ont tout appris et puis ouais, c'était génial, quoi. Et en fait, après ça, il fallait quand même que je fasse mon master 2. Donc, j'ai trouvé un master en management culturel autour de Paris. Et j'ai refait un stage, en fait, suite à ça, avec Léa Coquin, qui était à l'époque directrice de casting aussi. Et en fait, qui maintenant, je crois qu'elle est directrice de programmation chez TF1. En tout cas, elle est passée côté production chez TF1. Et en fait, pareil, j'ai fait 6 mois avec elle et ça a été génial. Pareil, elle m'a tout appris sur tout le côté casting. Donc, j'ai eu la vision des agents, la vision des castings. Et puis, en fait, gros coup de cœur pour le casting. Et ensuite, j'ai rencontré Lisa Lost, qui est une directrice de casting aussi, qui m'a fait rencontrer Coralie Amedeo. Et Coralie, qui est une grande directrice de casting qui travaille depuis bien longtemps. Et voilà, me voilà maintenant. Donc ta vie a été faite de rencontres à chaque fois en fait. C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment ça, c'est que des rencontres improbables quand tu t'y attends pas et puis au final, il se passe des choses et voilà. Ouais, j'aimerais qu'on revienne un peu sur tes études parce que tu as fait un master en études de gestion culturelle, management, organisation culturelle et artistique. Ouais, Comment ça t'aide dans ton quotidien en fait? C'est là où, en fait, les études, au final, j'ai mis un pied là-dedans parce que j'avais un petit peu des cours de droit
de propriété intellectuelle, ce genre de choses. Donc ça m'a aidé un petit peu côté agent, parce qu'il y a beaucoup de juridiques, plein de questions juridiques qui au final j'en ai pas vu énormément dans mes études. D'accord. Mais sinon, franchement, moi j'ai beaucoup appris sur le terrain, quoi, au fur et à mesure avec les projets. Ça a été enrichissant mes études, forcément. C'est très bien de faire des études. Et je voulais de toute façon avoir un bac+5, un master 2, voilà. D'accord. Mais c'est vrai que pour ce métier, j'ai complètement appris au fur et à mesure, quoi. Sur le tas. C'est ça. D'accord. J'aimerais maintenant qu'on parle un peu des coordinations de casting. Comment toi tu gères entre la coordination des auditions et de casting pour des séries télévisées? Tu as travaillé sur Weekend Family et tu as travaillé aussi sur Demain nous appartient. Tu peux nous parler un peu comment ça se passe, comment tu coordonnes tout ça? Alors, Demain nous appartient, c'était le tout premier projet sur lequel j'ai travaillé. J'étais assistante de Léa à l'époque. Donc, parce qu'en plus, ça bouge beaucoup maintenant qu'il y a les plateformes qui sont arrivées sur le marché. Ça a vraiment fait bouger les choses. En fait, c'est totalement différent selon est-ce que c'est une série qui sera diffusée sur une chaîne ou est-ce que c'est pour une plateforme, ou il y a aussi YouTube. Il y a des petites séries sur YouTube. Il y a plein de choses. Et en fait, le process est complètement différent selon chaque type de diffuseur. Donc, je ne saurais pas trop qu'est-ce que tu veux que je donne comme exemple au Weekend Family, du coup Oui, pour celui-là, oui. Ouais. Celui-là, du début à la fin, en gros, on est appelé par la production. Ce projet-là, c'était du coup, j'étais assistante de Coralie Amedeo. D'accord. On a été appelés, on a fait le casting, on a dépouillé, en fait, on a reçu le scénario, on a fait un dépouillement des rôles. Donc, on trie un petit peu ceux qui vont à la chargée de figuration qui va faire je crois que c'est les rôles de moins de 5 mots, très précisément. D'accord. Ils passent côté figuration ou silhouette, voilà. Et tout le reste, c'est nous. Et donc, on a fait notre petit dépouillement. Et ensuite, on réfléchit à des comédiens que soit on connaît, soit on poste des annonces sur... moi, ça peut être... j'ai un Instagram pro pour ça. J'ai un Facebook pro aussi. Après, je sais qu'il y a des sites ou des newsletters comme Cinéaste, tous ces trucs-là. Et puis par les agents, évidemment. On appelle les agents, on discute, tout ça. Et puis, voilà, on organise nos journées de casting. Ça dépend complètement du rôle. Franchement, on peut voir entre... des fois, ça peut être 5, parfois, ça peut être 30. Pour la série Un prophète qui vient d'être tournée là, c'est monté pour le premier rôle jusqu'à plus de 150 pour le premier rôle. Donc, ça s'adapte totalement. Ouais. Mais c'était du casting sauvage. Là aussi, en fait, c'était différent parce que c'était du casting sauvage. Donc, on a vu énormément de monde. Est-ce que tu pourrais... Excuse-moi, est-ce que tu pourrais expliquer pour les auditeurs qui ne connaissent pas spécialement, c'est quoi un casting sauvage, s'il te plaît, entre la différence entre un casting... Ouais. Merci. Alors, en fait, les castings normaux, en fait, on contacte les comédiens qui viennent passer le casting et ensuite, les vidéos, on filme pendant le casting, on donne la réplique, on joue avec eux, on travaille plusieurs fois la scène. On l'envoie à la production, au réal et tout ça. Et pour le casting sauvage, c'est en général quand on cherche un profil très particulier qu'on a du mal à trouver, soit en agence ou même hors agence, et qu'on cherche vraiment une personne qui va être le rôle. C'est un peu ça, en fait. On cherche la personne qui est le rôle dans la vraie vie. Donc, en fait, là, on va partir dans les cours de théâtre ou les centres de sport. Enfin, selon le rôle qu'on cherche, on va aller au plus proche possible dans la vie. On va déposer des annonces à droite, à gauche, c'est du bouche à oreille, des appels dans tous les sens, des petits papiers dans la rue qu'on donne à des gens qui ressemblent un petit peu au rôle qu'on cherche. Et puis au final, on fait des castings exactement pareil que pour les comédiens. On envoie un texte, on travaille ensemble le texte. Évidemment, c'est plus difficile pour quelqu'un qui n'y connaît absolument rien au jeu. Mais parfois, on a de très très bonnes surprises. Il y a des comédiens qui ont eu des Césars après un seul rôle trouvé en casting sauvage. Donc, c'est possible, mais c'est un tout autre travail, en fait. Wow, c'est extraordinaire. Pour nous, en casting, en tout cas. Ouais, super, ouais. Là, on arrive à la partie de l'émission où on parle de choses inattendues, hilarantes, qui auraient pu t'arriver, soit en casting sauvage ou en casting généralement. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Alors, une petite anecdote, c'est ça, de casting. S'il te plaît, oui. Alors là, franchement...
Il peut se passer tellement de choses en casting. En fait, j'ai fait pas mal de comédies. J'ai travaillé sur beaucoup de comédies. Et des fois, on a des situations mais complètement improbables et on se demande mais est-ce que c'est ça mon métier? Qu'est-ce qui se passe en fait? Raconte toutes les tout. scènes de comédie. En fait, c'est difficile de trouver une anecdote en particulier, mais sur le film de Fabrice Eboué, Barbac, on devait chercher des véganes qui se faisaient tuer du coup par le couple, et c'était vraiment des moments des moments improbables de vie. J'ai pas d'anecdote en particulier, mais en général, quand on caste des comédies, il se passe des choses vraiment improbables. Ça te reviendra peut-être d'ici là, si jamais quelque chose te revient. Oui, peut-être. En fait, le plus marquant en général, c'est plus sur d'autres types de projets. Par exemple, pour le film l'unitaire d'Alexandra Lamy, Touché, qui est du coup sur les violences faites aux femmes. On a dû faire des castings où on devait trouver l'homme, le mari violent. Et donc moi, je donnais la réplique et je devais me faire, du coup, pendant bien 3-4 jours, étrangler par des comédiens toute la semaine. Donc c'est dans ces moments-là où on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est ma vie? Mais après, on sait que c'est du jeu, puis en général, ça va pas trop loin. Aussi, ça y est, ça me revient une anecdote. Yeah. Je sais pas comment j'ai pu passer à côté de ça. Vas-y, on t'écoute. Alors, j'ai fait le casting du court-métrage de Deborah Lukumwena, qui traite du milieu des dominatrices dans le milieu de la nuit à Paris. Donc, rien qu'en lisant le scénario, je me suis dit, waouh, ça va être particulier en casting. Okay. Et en fait, on a vu énormément de jeunes hommes parce qu'il fallait trouver une bande de jeunes femmes et une bande de jeunes hommes qu'on l'a fait toute la nuit ensemble dans un château, dans un manoir, voilà. Et en fait, la plupart des scènes des hommes, c'était des scènes où ils se font fouetter. Donc, en fait, pendant une semaine, on a fait passer des castings à des comédiens et ils venaient se faire fouetter ou alors avoir un truc dans la bouche. Enfin, en tout cas, c'était... Oh, wow. Ça, c'était une belle expérience, ça. C'était très drôle. J'imagine, la réaction des comédiens, c'était comment? Franchement, ils savaient où ils venaient, donc ça les faisait marrer plus qu'autre chose. Il y a plusieurs fois où on devait couper parce qu'en fait, on rigolait trop. Bon, ça aussi, ça arrive très souvent. On est obligé de recommencer parce qu'en fait, on part en fou rire total. Mais oui, ça s'est très bien passé. Merci pour cette belle anecdote. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de communication avec les directeurs de casting, parce que souvent, on ne sait pas quelles sont les étapes pour communiquer avec vous, pour entrer en contact. Est-ce que tu pourrais nous donner justement quelle est la règle dans ce cas-là? En fait, ça dépend un peu de chaque casting. Ça dépend. Moi, j'ai tendance à répondre quand on m'envoie des messages sur Instagram ou j'essaye en tout cas. Après, on reçoit énormément de messages. Donc, on ne peut pas toujours répondre à tout le monde. Ça, clairement, c'est un peu normal qu'on ne puisse pas répondre à tout le monde parce que vraiment, c'est beaucoup de messages. Moi, je conseille toujours d'envoyer un petit mail en donnant ses actus. Je pense que ça dérange personne tant que c'est pas toutes les semaines ou... Moi, en tout cas, ce qui me dérange pas, mais vraiment, je parle pour moi. Bien sûr, oui. C'est peut-être tous les 3 mois avec une actu un petit peu des derniers projets, les photos, ou alors s'il y a une nouvelle bande démo, un nouveau projet. Ouais, par mail, c'est bien, ça marche bien. Donc, parce que ça peut être en fait pile poil sur le moment où je cherche un rôle. J'ai un trou, je sais pas trop qui mettre dessus, et hop, je reçois un mail de quelqu'un qui correspond vachement bien. Et puis au final, c'est comme ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc, tu conseillerais plus par mail, mais juste seulement quand on a une actu, pas juste pour dire « Hey, coucou, Martha, je suis là ». Ouais, quand même. Ouais. Ça, c'est mieux, parce que en fait, sinon, ce serait impossible à gérer. J'imagine. Il vaut mieux, ouais. Un mail, c'est mieux. Ou même un message. Après, moi, j'ai tendance à dire que les réseaux sociaux sont en train de devenir une fenêtre vraiment de plus en plus importante, une vraie vitrine pour les comédiens. Et rien que d'avoir un compte pro et de l'alimenter par des stories, des photos, des choses quand il y a un tournage, pas juste dans tous les sens comme ça marche très bien aussi. D'accord, ouais. Tu parlais aussi tout à l'heure de la bande démo. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'importance de la bande démo? Est-ce que déjà, vous regardez toutes les bandes démo que vous recevez ou quelle est une bonne bande démo pour vous? Il y a tellement plein de questions là-dessus. Ouais. La bande démo... on la regarde, mais en gros, en général, ce qui se passe quand on regarde les bandes démos, c'est que
on cherche un rôle, on poste une annonce, on reçoit 300 mails avec tous les comédiens qui nous envoient leurs photos, leur vente démo, tout ça. Donc, nous, on doit regarder tout ça déjà. Donc, en fait, pour chaque mail reçu, on va regarder rapidement l'actu, les photos et s'il y a un vrai intérêt, la bande démo. Et alors, la bande démo, comme on a 300 autres bandes démo à regarder derrière, souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder un petit peu en 10 secondes par-ci, 10 secondes par-là. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de mettre des bouts de scène le plus simple, le plus naturel possible. Vraiment quelque chose de très simple. Tout ce qui est... je sais que les comédiens ont beaucoup tendance à... C'est normal à vouloir se mettre en valeur en mettant des choses hyper intenses, des pleurs, des cris, de la baston, des gros trucs comme ça, alors qu'en fait, c'est pas vraiment ça qui va nous aider, nous, parce que nous, on cherche juste, le plus authentique, le plus efficace, quoi. Donc, je conseillerais de mettre vraiment le plus simple et le plus authentique dès le début. Plusieurs choses dans plusieurs types de personnages, si possible, ou alors une scène, un monologue, mais juste qu'il y ait plusieurs secondes où c'est très simple, c'est efficace. Et ensuite, vraiment, si besoin, on va aller chercher un petit peu plus loin et trouver des choses qui vont correspondre plus à ce qu'on cherche. Et après, quand on la regarde en entier, en général, c'est que soit on veut l'envoyer à la production, au réel et tout ça, soit nous, on a un vrai intérêt pour la personne et puis on veut regarder tout ce qui est possible de voir sur la bande démo. Mais je pense que, de manière générale, on la regarde pas entièrement. On ne peut pas prendre le temps de regarder entièrement la bande démo. Surtout que souvent, elles font plus de 3 minutes. Donc pareil, il vaut mieux faire moins de 3 minutes quand même. Je dirais que 2 minutes 30, c'est très bien, déjà. D'accord, ouais. Voilà. Et tu sais, il y a des gens qui disent toujours, oui, mais ta bande démo, elle doit toujours commencer par un gros plan bien serré pour qu'on puisse bien te voir. Est-ce que ça, c'est vrai ou c'est des mythes? C'est quoi? Non, en vrai, il n'y a pas vraiment de règles, je trouve, pour la bande démo. Il faut... Oui, parce qu'il y en a qui font des choses très clippées avec de la musique, de la danse et tout. C'est sympa, mais il ne faut pas que ça dure 10 secondes, quoi. C'est trop long. Enfin, vraiment, juste le nom, au plus efficace possible. Le nom, le numéro de téléphone, le mail, l'agent... Peut-être un gros plan, c'est bien, parce que comme ça, on voit bien, mais après, il y a les photos aussi à côté. Mais oui, de toute façon, c'est le plus intéressant pour nous, c'est de voir le visage en bonne qualité, avec un jeu simple et juste. D'accord. Tu sais, la bande démo, on dit, tu sais, des fois, est-ce qu'elle est indispensable ou on peut s'en passer? C'est vraiment, c'est comment? Parce que les comédiens, ils investissent beaucoup d'argent pour avoir une bande démo, parce que quand tu n'as pas d'image, tu vas payer, ça va entre 1000, 1500 € pour une bande démo, et on ne sait pas vraiment quelle est l'importance de ça, en fait. On se dit, est-ce que je dois vraiment investir ou je me fais juste filmer moi-même et c'est bon, en fait? Ça me paraît beaucoup d'argent, en effet. Oui, c'est cher. Non, une bande démo, c'est cher. Là, c'est les prix que je donnais. Ouais. Quand t'as pas d'image, c'est ça. Pas du tout, tu vois. Quand t'as pas d'image, c'est ça. Ouais. Ça peut aller jusqu'à 1500 € pour avoir une bande démo. Ouais. Bah, en fait, la bande démo, c'est toujours utile, c'est sûr, parce que nous, on a besoin de voir en mouvement. On voit au minimum une présentation, quoi. S'il n'y a pas de budget pour une bande démo, je dirais minimum une présentation. Et puis peut-être une scène, une self-tape. Pareil, un truc simple, sur fond neutre, comme ce qu'on demande pour faire une tape. D'accord. Mais c'est vrai que c'est peut-être... Je trouve que le plus important, c'est des plutôt bonnes photos. Faut pas non plus que ce soit un book glacé, des images vraiment mannequins. Ça, c'est le moins intéressant. Moi, je préfère du vivant. D'accord. Mais la bande démo, si on n'a pas les moyens, je pense que c'est peut-être pas... la priorité, quoi. C'est bien d'avoir une petite présentation, juste de quoi montrer quelque chose de vivant, mais c'est pas ça qui va faire la totale différence non plus. Enfin, en tout cas, je trouve. Je te remercie, oui. Au moins, on sait pour la prochaine fois, parce que honnêtement, c'est très coûteux, c'est pas donné. Si maintenant, on parlait un peu des impacts des réseaux sociaux, t'en parlais tout à l'heure d'avoir un bon compte bien pro, avec des bonnes images, etc. Est-ce que ça veut dire que vous, maintenant, vous allez souvent rechercher vos talents directement sur Instagram ou les réseaux sociaux? Eh ben, de plus en plus, en fait, c'est pas qu'on va aller chercher dessus parce que ce serait un peu compliqué, mais c'est plus que, en fait, en suivant des comédiens qui suivent des comédiens, qui partagent des comédiens, on découvre un peu des gens. D'accord. Et puis, ça se passe souvent comme ça. Et moi, j'ai tendance aussi à parfois envoyer des pages Instagram aux productions ou aux réals. Parce que c'est hyper efficace. En fait, pour moi, c'est presque comme une bande démo.
parce qu'il y a plein de petites images, il y a plein de vidéos, il y a plein de choses. On peut cliquer exactement à l'endroit où on veut voir si on cherche, je sais pas, un policier, et qu'il y a une photo où ça ressemble à un policier. Et ben c'est parfait. Il y a juste à regarder vite fait, à cliquer, et voilà. Donc moi, je trouve que c'est très efficace. Donc tu conseillerais quoi aux comédiens de vraiment de s'appliquer sur leur Instagram, de s'assurer que c'est très pro, qu'on voit pas juste des petits chats ou le repas qu'on a fait le week-end? Moi, ça me dérange pas. C'est plus que oui, peut-être que c'est bien d'avoir quand même une page un peu professionnelle sans que ce soit. En fait, moi, juste j'aime bien quand c'est vivant et que c'est pas trop glacé non plus, que c'est pas que des photos un peu très travaillées, très photographes. Mais ce qui est bien, c'est de mettre les images qui ont été tournées récemment, où on voit une photo dans le rôle, suivie peut-être d'une vidéo d'un bout de scène qu'il y a eu dans le projet. Ça, c'est pas mal, parce que du coup, on a plusieurs... C'est un peu comme une bande démo, quoi. On a plusieurs éléments, puis on peut aller choisir ou aller voir, quoi. D'accord, ouais. Moi, il y a une question qui me taraude. À quoi ressemble un lundi matin pour une directrice de casting comme toi? Un lundi matin. En fait, il n'y a aucun jour qui se ressemble dans le casting. Hein. Je pense que c'est comme pour les comédiens. Hein. Disons que quand on est sur un projet, peut-être quand on commence un projet, c'est ça, le premier truc, c'est le scénario. On le lit, on le dépouille, on s'immerge un petit peu dans l'univers, on essaye de capter un petit peu quelles sont les intentions, vers où on va, et puis on essaye de trouver... Il y a toute un moment de réflexion et de consultation où on va faire des trombis. Pour chaque rôle, on va mettre des dizaines et dizaines de comédiens. On va essayer de trouver vers quel type de comédien on peut aller pour quel rôle. Et ensuite, il y a beaucoup aussi de discussions, d'allers-retours avec les réals, avec la production, parfois avec les chargés de développement, parfois aussi. Et puis les chaînes. Parce qu'en fait, il y a aussi ça. Il y a un gros rapport entre chaîne, production et réalisation. Ça, c'est vraiment un équilibre à trouver pour que tout le monde soit satisfait. Et puis, il y a des enjeux de... C'est ça aussi qui est très important à savoir pour les comédiens. Je pense que c'est pas juste un casting et qui sera le meilleur à la fin. Je m'égare un petit peu d'ailleurs là, mais c'est pas juste un casting. Ouais. C'est... il y a plein de choses, il y a plein de décideurs, en fait, à la fin, après le casting. Et même si quelqu'un a été époustouflant sur son casting, il y a plein de choses qui font que ça peut être une autre personne qui va être prise pour telle et telle raison du système. Donc, voilà, je préfère le préciser, en général, quand on demande aux comédiens, parce que je trouve que c'est hyper important pour l'estime de soi et puis pour continuer à s'amuser en casting. Bien sûr. Donc voilà, Si tu permets, on va revenir dans quelques instants sur le processus de sélection. Avant, j'aimerais que tu nous donnes quelques conseils sur la préparation de self-tape. Parce que tu sais, maintenant, c'est très courant, des self-tapes, on en demande souvent et tout. Oui. Quels conseils tu pourrais donner aux comédiens pour comment avoir une bonne self-tape? À quoi ça ressemble déjà une bonne self-tape? Ouais. Alors, pour les tapes, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus, en fait, depuis le confinement. C'est un truc qu'on a gardé. C'est hyper pratique pour nous. En fait, on découvre beaucoup plus de comédiens comme ça. Donc, c'est trop bien. Alors, pour la bonne self-tape, je dirais qu'il faut que ce soit sur un fond plutôt neutre. S'il n'y a pas de fond neutre, c'est pas grave, mais il faut juste pas qu'il y ait le chat qui saute d'un bout à l'autre, ou alors qu'il y ait des gens qui passent, ou qu'il y ait trop de trucs qui attirent l'attention, parce qu'en fait, on essaye quand même de se concentrer au maximum sur la personne. Et s'il y a des machins, des gros posters, des trucs, ça peut déconcentrer. Donc, au max neutre, avec une belle lumière, une qualité pas trop dégueu, c'est bien aussi. Et moi, ce que je demande en général, c'est 2 prises. Une prise dans l'intention du rôle, et puis peut-être une prise où on tente quelque chose, on propose une proposition, quoi. D'accord. Ou alors, quand c'est une comédie, parfois je demande une première prise, pareil, toujours dans l'intention du rôle, et une autre prise, on va pousser un petit peu sur le curseur comédie. Une où on monte à fond, on en fait peut-être un peu des caisses, mais au moins, je vois un petit peu ce qui est possible de faire. Et puis, des fois, en impro, en comédie, il se passe des choses et c'est hyper intéressant. Et parfois, je reçois des pépites en tape de comédie que je montre et qui marchent super bien. Et donc voilà, c'est bien d'avoir 2 propositions. Et ensuite, je demande toujours une petite présentation de 30 secondes à peu près,
et un petit plan pied, parce que c'est bien aussi qu'on vous voit en entier. Parce que la tape, c'est toujours très... voilà. Ouais. Et voilà, le plan pied. Et en général, c'est bon. C'est tout ce que je demande. Est-ce que tu aurais un ordre? Parce que des fois, on nous dit d'abord la présentation, ça peut être pour les pubs, etc. Ou quand c'est pour les films, séries, ils veulent la présentation à la fin. D'abord, tu joues et après la présentation à la fin. Quel serait l'ordre, en fait? En fait, ça dépend complètement. Ça dépend des gens. Puis ça dépend à qui on le montre aussi. Parce que il y a certains réals préfèrent voir la présentation d'abord pour un petit peu capter l'énergie de la personne en face. D'autres vont moins s'intéresser parce qu'ils préfèrent se concentrer sur le jeu uniquement. Donc en fait, ça dépend. Moi, en général, je fais un petit peu mon truc. Je fais un petit montage de la présentation quand c'est pas dans le bon ordre. Ou ça, à la limite, je dirais que c'est quand on ne sait pas, peut-être d'abord le jeu et ensuite la présentation. Parce qu'au final, c'est quand même ce qui nous intéresse le plus. D'accord. Donc peut-être d'abord la scène et ensuite la présentation. Ouais, c'est bon à savoir. Et si on parlait matériel, parce que moi je me rappelle pendant Covid, les agents mettaient la pression, notamment moi le mien mettait la pression, ouais mais il faut que tu t'équipes, il faut de la lumière, il faut du micro, il faut etc. Ouais. Donc est-ce que juste avec un simple téléphone, ça pourrait passer? Oui, les iPhones, ils font des très pardon, je ne veux pas faire de la pub pour Apple, mais n'importe quel smartphone fait des vidéos suffisantes, je pense. Hein. Puis même, nous en casting, on n'est pas non plus ultra équipés. Hein. On a une caméra qui fait 4K quand on a besoin que ça fasse 4K, mais c'est juste une petite caméra vraiment qu'ils ont à la Fnac. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas besoin d'un équipement de malade, de se ruiner. Il faut juste que le son soit pas désagréable, qu'il y ait pas que le son soit bon, que l'image soit bonne, éviter d'être à contre-jour et être bien dans le regard, que la caméra, qu'on voit bien le visage, quoi. Et c'est tout. C'est largement suffisant. Non, j'aime bien ce que tu dis parce que tu dis éviter de se ruiner parce que malheureusement, des fois, quand on est comédien, tu vas investir dans le projo, micro, caméra, etc. Tu sais, l'équipement, limite, tu as assez d'équipement pour faire un film chez toi, en fait. Ouais. Ouais, après, c'est sûr que nous, quand on reçoit des vidéos comme ça, c'est agréable. On se dit, ouais, super, ça a une meilleure qualité que mes propres essais, donc c'est super. Mais franchement, si c'est pour se ruiner, c'est pas la peine. Vaut mieux rester sur une vidéo normale. Faut pas se stresser là-dessus. Nous, on se même quand les vidéos sont de mauvaise qualité, ça m'est déjà arrivé de garder et de montrer une vidéo de mauvaise qualité parce que le jeu était très bon. Donc, même si on voyait que la moitié du visage ou alors que c'était tout sombre, j'essaye, moi, de faire des petits réglages, des petits machins et d'améliorer la vidéo et je la montre. En fait, tant que je crois en la personne, c'est bon. Je me dis pas, c'est moche, du coup, je vais le jeter. Si j'y crois, ou alors je peux demander de la refaire. D'accord. Si vraiment c'est pas bien, mais que le jeu en vaut le coup, quoi. C'est super pertinent ce que tu es en train de dire parce que je ne savais pas que les directrices de casting, vous retouchez les vidéos ou vous faites du remontage derrière. Je pensais que vous le voyez le produit à l'état pur en fait. Et je ne pensais pas que tu avais ces compétences techniques derrière. Est-ce que tout le monde les a ou c'est juste parce que c'est toi? Je ne sais pas si c'est des grosses compétences, mais c'est juste un petit logiciel de montage que tout le monde a sur son ordi. Et je ne sais pas si tout le monde fait ça. Je pense que quelques-uns, moi, je l'ai fait parce que c'était un peu la technique de Coralie Amédéo qui m'a complètement formée, du coup, sur 5-6 ans. Et elle aimait la précision, et en fait, moi aussi maintenant. Et du coup, j'aime bien que les choses soient bien, belles, organisées, voilà. Mais je pense que s'il y a une tape qui est vraiment en sale état, qui n'est pas montrable comme ça, mais qu'on a envie de la montrer, je pense que n'importe quel Dircast ira essayer un petit peu de modifier pour remettre en avant le comédien, quoi. Non, c'est bien ce que je dis parce que des fois, on ne le sait pas parce qu'on a tendance que vous êtes des gens très occupés, très pressés, vous n'avez pas le temps de faire telle ou telle chose. Et on se dit, si vous avez fait une mauvaise tape, tant pis pour vous, en fait. Il y a un peu de ça aussi parce que c'est vrai que des tapes, on peut en recevoir pour un rôle 15, 20. C'est sûr que si le jeu n'est pas à la hauteur, on ne va pas perdre de temps du tout, c'est sûr. Donc c'est le... Oui, ça dépend. Ça dépend. Mais si tu vois qu'il y a une pépite quelque part, là, du coup, tu vas prendre le temps d'essayer d'améliorer la chose, peut-être recontacter le comédien derrière, peut-être. Mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça marche. Je pense que pour tous, on est un peu tous pareils dans ce métier, c'est du coup de cœur. S'il y a un coup de cœur ou s'il y a quelqu'un en qui on croit,
on va tout faire pour que ce soit cette personne qui va avoir le rôle, quoi. Super. Bah justement, c'est une bonne suite. Ça me permet de rebondir sur ma prochaine question. Ça serait le processus de sélection des acteurs. Alors, une fois que les auditions sont terminées, peux-tu nous ramener derrière quand le processus commence, en fait? Qu'est-ce qui se passe derrière, une fois que les auditions sont terminées, en fait? Alors, Les coulisses. autre chose. Ouais, vas-y. Nous, quand on a fait notre casting, déjà, on va nous-mêmes très souvent faire une sélection de qui on garde et qui on ne garde pas. Parce qu'on sait ce qui est attendu. On connaît les attentes de la production, de la chaîne, des réals et tout ça. Donc, on sait qui va passer, qui ne va pas passer. D'accord. Donc, en général, il y a une petite sélection qui est faite par nous. Ensuite, on fait des réunions ou pas, où on envoie directement un lien qui est visionné par tout le monde. Tout le monde donne son petit avis. Et puis là, on fait encore une réunion. Beaucoup de réunions, beaucoup d'appels, beaucoup de réflexions. Et on discute ensemble de qui incarne le mieux le rôle, qui apporte quelque chose au rôle, qui va nous surprendre sur un rôle alors qu'on ne s'attendait pas du tout à ce que ce soit ça. Et puis au final, c'est hyper intéressant. Et après toutes ces discussions, souvent viennent les callbacks, où là, on va voir peut-être... ça dépend aussi des projets, mais en général, c'est entre 3 et peut-être entre 3 et 6 personnes pour un rôle. Et on retravaille d'autres scènes. Et puis, suite à ça, rebelote, c'est pareil. On rediscute, on échange avec tout le monde. Et puis, en général, c'est à partir des callbacks qu'on va montrer à la chaîne. Ça dépend des chaînes, mais en général, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, on voit qu'est-ce qui va satisfaire tout le monde. Quel est le meilleur choix pour tout le monde. Parce que le choix de la production n'est peut-être pas le choix du réalisateur ou de la réalisatrice. C'est une discussion et faut lâcher aussi. Certaines fois, moi, ça m'arrive d'avoir des gros coups de cœur qui finalement ne sont pas pris. Faut savoir lâcher. D'accord. Et pareil de l'autre côté, quoi. Mais ça veut dire voilà, à quel c'est moment... pour ça que je voulais dire qu'il y a beaucoup... Non, vas-y, continue, excuse. Oui. Non, tu dis il y a beaucoup C'est pour ça que je voulais dire qu'il y a beaucoup d'allers-retours, de discussions et de... C'est pas parce que la personne a été incroyable sur son casting que ça va être elle. Même si nous, on dit des fois, après un casting, c'était super et tout. Parfois, ça marchera pas alors que c'était vraiment super. Voilà. Tu sais, je voulais te demander, à quel moment, du coup, ton travail s'arrête alors? Parce que toi, t'as reçu les comédiens, t'as fait les auditions, t'as eu la bande, t'envoies au Réa. Je savais pas que tu continuais encore à participer à la conversation. Je pensais que ton travail s'arrêtait une fois que t'as les auditions, tu les as balancées au Réa, et ça s'arrêtait là, en fait. Ouais. En fait, ça dépend des projets aussi. En théma, on a pas mal pas de pouvoir, mais en tout cas, on a notre avis compte quand même, parce que on connaît bien les comédiens, donc on sait comment ça peut se passer sur le tournage et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter ou pas. Donc, en général, on est assez écouté en cinéma. Après, en télé, selon les projets aussi, oui ou non. Il y a des projets aussi qui sont quotidiennes, par exemple, où c'est des projets qui sont là depuis longtemps. Les réals tournent beaucoup. La chaîne et la production, ils savent comment ce qu'ils font. Donc, ils savent où ils vont. Ils ont un petit peu besoin d'un espèce d'accompagnement par rapport aux acteurs. D'accord. Ça dépend vraiment des projets des chaînes. Ouais. Parce que après, si on parle des gens qui prennent la décision, parce que, comme tu disais, il y a plusieurs étapes. Tu as les producteurs, tu as les réalisateurs, les diffuseurs. Donc, comment ça arrive, cette décision finale, en fait? Comment, par exemple, pour un... alors, en fait, déjà, pour un rôle principal, il n'y a pas de casting. C'est peu de la consultation. On réfléchit ensemble et puis voilà, on discute. Et puis, c'est vraiment des compromis. C'est que des compromis, de la discussion. Et au final, on finit par trouver quelqu'un qui satisfait tout le monde. C'est très intéressant ce que tu viens de dire pour les rôles principaux. Il n'y a pas de casting, c'est ça? C'est-à-dire que vous avez déjà en tête la personne? Non. Ou où la chaîne sait déjà qui elle veut? Ouais. Parce qu'il y a aussi des soucis on est obligé de prendre en compte le marché, qui fait que un film qui sort, qui n'a pas une grosse tête d'affiche, a quand même moins de chances de marcher. Donc, les distributeurs, c'est
c'est hyper important pour eux d'avoir un petit peu une petite garantie que ça marche. Donc forcément, les premiers rôles vont être attribués à des comédiens plus connus, quoi, plus reconnus en tout cas, par grand public. Oui, il faut être bankable, comme on dit en anglais. Donc en général, on fait des consultations, quoi. C'est ça. Si maintenant on parlait un peu de critères de sélection des acteurs, quel talent toi tu recherches chez un acteur, soit en présentiel ou sur une self-tape? Alors, Les en spécifiques. général, moi j'aime bien les comédiens qui sont instinctifs. D'accord. Donc qui vont vraiment c'est pas pas jouer, mais en même temps c'est pas jouer, c'est juste qu'il y a un truc de l'instinct ou surprise quand on fait la scène ensemble. Il se passe quelque chose que j'attendais pas et quelque chose de très naturel qui aurait complètement pu passer dans la vie. Et moi, les comédiens, ce truc d'instinct, je trouve que le plus efficace et le plus vrai, en fait, c'est ce qui me touche le plus. J'attends qu'un comédien me touche, peu importe la scène, même si c'est un rôle qui est grosse. J'ai envie d'être touchée, quoi. D'accord. Ok, c'est bon à savoir. Maintenant, si on parlait un petit peu maintenant de l'opposé, ça veut dire les stratégies un peu pour se démarquer, parce qu'on sait que c'est un métier très compétitif. Est-ce qu'il y a des erreurs courantes que des comédiens font pendant les auditions, peut-être pendant la self-tape? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, il y a des espèces nous, on appelle ça béquilles de jeu. Oui, voilà, c'est ça. C'est des choses, c'est ça, des choses sur lesquelles les comédiens s'accrochent pour essayer de faire passer des émotions. Et en fait, c'est un peu fabriqué. Et nous, on le voit tout de suite et forcément, ça n'aide pas, quoi. C'est souvent le souffle. En tout cas, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de comédiens qui, quand ils sont stressés ou quand ils n'ont pas bien appris leur texte, ou ils essayent de faire passer des émotions par le souffle. Quand il y a un personnage qui est agacé, c'est beaucoup de souffle ou de choses. Et tout ça, c'est des béquilles de jeu, en fait. C'est des trucs qu'il faut enlever parce qu'on n'a pas besoin de ça et puis ça n'existe pas dans la vie. Et voilà, ça, c'est le genre de petites erreurs qu'il faut vraiment essayer de gommer, même si c'est pas grave, hein. En casting, on est là pour travailler. Et justement, quand je le vois, je le dis et je veux qu'on refasse la scène sans ça. Mais si un truc à bien repérer, c'est toutes ces petites béquilles de jeu qu'il faut suivre. D'accord. Ça veut dire, toi, quand tu es dans la pièce, quand un comédien rentre, est-ce que tu fais des choses pour le mettre à l'aise ou le détendre, l'atmosphère? Comment ça se passe en fait? Ouais, je sais que c'est très stressant. Nous, on se rend plus compte à quel point c'est stressant pour les comédiens. Moi, en général, casting, déjà, c'est entre 20 et 45 minutes, les castings. Oh, wow, ok. Et pour un rôle qui est de scène, c'est un rôle peut-être un petit peu moins important, on va être sur du 20 minutes. Mais pour un rôle qui a plusieurs jours, qui a vraiment une importance, qui a plusieurs palettes, où il se passe plein de choses pour ce rôle, on a quand même besoin de au moins 40 minutes et de 2 scènes. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Waouh, ok. Et qu'est-ce que tu fais pendant ces 40 minutes? Parce que ça m'a l'air très long. Mais au final, ça passe très vite. Ça m'arrive très souvent d'être en retard d'ailleurs. Ah ouais, ok. Ça passe super vite. En fait, on commence pour mettre à l'aise la personne en face. J'aime bien faire une présentation quelques minutes vraiment courtes, où j'essaie quand même un peu d'orienter mes questions vers le rôle. Que les personnes qui vont regarder la présentation puissent voir des similitudes avec le rôle. Et en fait, des temps vachement juste de parler et de pas venir jeter son texte hyper stressé et repartir comme ça en une main, quoi. J'essaie un peu de faire redescendre la pression, des verres d'eau, on essaye de faire redescendre un peu la pression. Ensuite, on fait une répétition. Qu'il faut, parce que des fois, avec le stress, le texte s'en va. Donc, autant de répétitions qu'il faut. Et puis ensuite, toutes les prises qu'il faut, je ne vais pas en faire 3 parce que j'ai pas le temps.
je suis assez nulle, je pense. Et du coup, j'aime bien avoir la prise où je suis satisfaite. Donc, je vais pousser jusqu'à ce que j'ai ce que je veux voir. Même si c'est pas parfait, je vais là où il faut aller, où j'estime que c'est suffisant pour être montré et pour que tout le monde soit satisfait, autant le comédien que moi, quoi. Aussi, même moi, j'ai l'impression que ça va. Je me demandais, est-ce que tu veux en faire une dernière au cas parce que parfois, moi, j'ai l'impression que c'est bon, et puis tout d'un coup, il y a un déclic qui se passe, et la personne veut reproposer quelque chose, et du coup, autant y aller, autant essayer. Et voilà, on fait les scènes, et puis j'ai... Est-ce que tu fais aussi de la direction d'acteurs en même temps pendant ces scènes-là, ou tu les laisses vraiment libres à eux-mêmes? Non, non. En général, déjà, on est deux. Il y a un assistant et une assistante. Et soit moi, je donne la réplique, soit c'est une assistante qui donne la réplique. On joue ensemble, et en fait, entre chaque prise, on dirige. Il y a, en fait, le métier de casting, c'est un art de direction d'acteur. Que ça, en fait, c'est beaucoup de relationnel entre les réalisateurs, la production, les chaînes, les comédiens, beaucoup de relationnel, un petit peu de stratégie aussi, de savoir qui placer sur quel rôle, et beaucoup, je pense que c'est 50% de direction d'acteurs. D'accord. Parce qu'en fait, pendant le casting, nous, on essaie que les comédiens soient au plus proche d'eux, donc on est obligé de les diriger un minimum, quoi. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu des défis que les directeurs de casting peuvent avoir. Ça veut dire que le milieu a évolué avec les nouvelles technologies, etc. Quels sont les genres de défis que toi, tu peux rencontrer aujourd'hui, normalement, avec la technologie, le numérique, etc. Moi, je suis assez à l'aise sur ça. Donc, je dirais que moi, ça va en tout cas. On a un logiciel qui s'appelle... il y a plusieurs logiciels où on a une base de données. D'ailleurs, je crois que ça correspond à Agence Artistique pour les comédiens. Oui. agenceartistique.com. Donc, on a ça qui nous aide beaucoup. Mais sinon, je vois pas vraiment de défi. Le seul défi vraiment qu'il y a eu, c'est l'arrivée des plateformes qui a un petit peu chamboulé le métier. Il y a eu un petit peu un rush qui s'est passé, et tout s'est accéléré. Donc, ce qui est un petit peu différent, j'ai l'impression, c'est les périodes de casting qui sont un petit peu plus courtes, et les délais de rendu qui sont plus courts aussi. Donc, en fait, on doit faire un rendu très, très rapide. Selon quand c'est de la télé, souvent, ou quand c'est des plateformes, surtout la télé. On doit faire des rendus très rapides, et c'est là où il y a un vrai défi. C'est qu'il faut être satisfait de son casting pour le moment du rendu, quoi. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails quand tu dis très rapide dans le temps, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est 5 jours, 10 jours, 2 semaines, 3 semaines? C'est quoi en fait Pour de la pub, c'est vraiment à peine une semaine avant. Pour un unitaire ou une série, j'en fais pas énormément, mais je pense que ça doit être 2 à 3 mois avant. D'accord. Donc, en fait, nous, on peut caster pendant 3-4 semaines. En fait, ça va très vite selon le nombre de rôles qu'il faut. Il faut vraiment réussir à bien s'organiser pour voir suffisamment de gens et proposer un casting assez solide. Parce qu'en plus, parfois, tous les textes ne sont pas écrits. Ou alors, il y a des changements de personnages en plein milieu du casting. Donc, si on a fait 2 semaines de casting sur un rôle, finalement, on est peut-être obligé de tout recommencer parce que le brief a changé. Et c'est là où il y a un petit... il faut suivre... faut gérer les délais, quoi. Et sur le cinéma, c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long. C'est quoi? Ça sera sur 4-5 mois? Est-ce que au moins, ouais. C'est 4-5 mois. Et puis, on peut être 3 mois en casting. On peut s'y prendre vraiment très, très à l'avance aussi. Là, par exemple, cette année, j'ai été sur une consultation pour un premier rôle que j'ai commencé l'année dernière et qu'on a fini cette année. Donc, 1 an pour un seul rôle. Et en fait, le tournage a été décalé selon le moment où on allait trouver le rôle principal. Donc, c'est complètement autre chose.
Il y a aussi une autre question que j'imagine que tous les acteurs et actrices doivent se poser, c'est à partir de quel moment on se dit c'est mort pour nous? Tu sais, quand on a passé un casting avec toi et on se dit bon, est-ce que si j'ai pas de nouvelles d'ici 3 ou 4 jours, à quel moment j'arrête d'y penser? Parce que c'est quelque chose quand même qu'on y pense tout le temps en fait. Ouais, et ben malheureusement, j'ai pas vraiment de réponse parce Ah que non! bah non, je peux pas donner de réponse là-dessus parce qu'en fait, ça dépend complètement de tellement de choses. Parfois, il y a quelqu'un qui va être validé sur un rôle Mhm, et nous, on va pas donner de réponse aux autres parce que on sent que peut-être cette personne finalement va nous lâcher parce qu'elle a un autre projet. Et donc, si cette personne nous lâche, eh ben, il faut qu'on prenne quelqu'un d'autre. Et mhm, donc, c'est pour ça qu'on met beaucoup de temps à donner des réponses aussi. Parce qu'on préfère être sûr que ce sera pas toutes ces personnes qui ont passé le casting. mhm. Et c'est pour ça que parfois, c'est très rapide la réponse. Et d'autres fois, ça peut mettre 5 mois. Ça dépend aussi des projets. Si le projet est décalé, on va pas donner de réponse tout de suite. On va soit dire que c'est en stand-by, soit rien dire du tout parce qu'on sait même pas si finalement ça va se tourner ou pas. Donc, Mhm. faut jamais perdre espoir. C'est un peu ça le truc, c'est que même nous, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va donner la réponse. Moi, ça m'arrive souvent en casting de dire réponse d'ici 1 mois, 3 semaines. Puis au final, 3 mois plus tard, j'ai toujours pas donné de réponse parce que je n'en ai pas. Ouais, donc il n'y a pas vraiment une moyenne où tu pourrais dire Non, au bout de 3 ou 4 jours, laisse tomber, passe à autre chose. non, non, vraiment pas. On sait jamais. Après, parfois, les agents nous relancent et nous demandent, bon, est-ce que tu penses que c'est Mhm. plutôt oui ou plutôt non? Ça, on peut le dire en général. Ah, Mais ok. bon, on n'aime pas faire des faux espoirs non plus, Mhm. quoi. Si on dit plutôt oui et que finalement c'est non, c'est pas très agréable, j'imagine, pour un comédien. Donc, Ouais. Mais dans le sens, quand tu dis plutôt oui, plutôt non, c'est parce que tu sais déjà à l'avance telle personne tu vas proposer au réa ou à la production. Donc c'est pour ça que tu leur dis oui, ok, lui, je vais le proposer. C'est peut-être pour ça que tu es amène à répondre oui ou non. oui, ou juste quelqu'un est pressenti pour ce rôle. Tout le monde est d'accord que cette personne est géniale pour ce rôle. Et puis peut-être que finalement, 3 jours après, je sais pas, quelqu'un à la production va dire, mais en fait, je préfère lui. Et du coup, Mhm. finalement, non, c'est plus lui. Donc c'est pour ça que pressenti, on peut le dire parfois, mais D'accord. c'est quand même avec des pincettes parce qu'on sait Bien jamais sûr, trop ce ouais. qui peut se passer. Mhm. Non, 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 t'as raison, vous mettre prudent. Et j'aimerais aussi poser une question, c'est, tu sais, des fois quand vous faites des annonces, vous cherchez peut-être, on va dire, un jeune homme de 20 à 30 ans, et il y a des gens, des fois, qui vont t'envoyer, mais qui correspondent pas du tout. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être 45, 50, mais qui tentent quand même, tu vois. Donc, Ouais, qu'est-ce ouais, que ouais. t'as à dire pour ces personnes-là? On l'a tous fait. Moi, ça m'est arrivé de répondre à des annonces où je correspondais pas, je me suis dit, bon, on va tenter la chance, tu vois. Alors, donc je cherche une petite fille blonde de 11 ans. C'est sûr que je ne veux pas recevoir un monsieur de 60 ans. Non. Faut quand même essayer de respecter les annonces parce que ça, c'est quelque chose qui nous agace vraiment beaucoup parce que comme on reçoit 300 mails, si 100 mails sur les 300, c'est des gens qui n'ont absolument rien à voir avec le rôle, c'est fatigant, quoi. Mais souvent, ça nous fait beaucoup rire parce que vraiment, les gens qui font ça, c'est souvent complètement improbable. Mais ça nous fait perdre du temps et déjà qu'on n'en a pas beaucoup, c'est un petit peu... Si c'est possible d'éviter de faire ça, c'est le mieux. Est-ce que ça vous énerve à ce point-là? Parce que des fois, on entend des directrices qui disent oui, non, faites pas ça, sinon vous êtes blacklisté et tout. Bah ouais, il y en a qui... Enfin, en fait, au fur et à mesure, c'est vraiment chiant, quoi. C'est... On se sent un petit peu harcelé parce que les gens qui font ça, en général, on sait qui c'est. Enfin, je ne citerai personne, On évidemment, donnera pas mais de nom, il y ouais. a il y a des gens qui postulent à toutes mes annonces, même si c'est des Mhm. enfants ou des femmes ou des... Enfin, non. Non, Et arrête. puis forcément, je ne verrai plus ces personnes-là parce que c'est trop insistant. Ça me Bien donne pas du sûr. tout envie de Mhm. travailler avec quelqu'un qui est pas carré, qui... Oui, il faut juste postuler à même... je veux bien que parfois on postule avec un petit doute en se disant je suis pas sûre que ça passe, mais je vais essayer quand même. Ça, ok. Mais quand Ça marche. vraiment il y a un écart énorme, faut éviter, Mhm. quoi. Là, on peut se faire blacklister, ouais. Mais est-ce que ça a déjà arrivé peut-être de se tromper? Ça veut dire que une personne à qui vous n'avez pas forcément pensé pour ce rôle-là, mais qui a postulé, vous avez dit ah ouais, tiens, finalement, ouais, je le verrais bien, lui. Est-ce que c'est déjà arrivé? Non, franchement, Non. pas vraiment. Sur les annonces qu'on poste sur les réseaux et tout ça, on sait exactement Mhm. ce qu'on cherche. Tout est écrit dans la description. Donc, non, quand ça arrive, c'est plus que...
les agents font très bien leur travail et qu'en fait, ils nous proposent quelqu'un à qui on n'avait pas pensé. Et du coup, on se dit, bah oui, en fait, pourquoi pas. Ou quand on va au théâtre et qu'on voit quelqu'un et on se dit, mais il serait super. Et voilà, c'est plus comme ça que ça se passe quand il y a quelque chose d'improbable, un peu comme ça. D'accord. Bon, les amis, vous savez, si vous ne correspondez pas, ne Oui, s'il vous postulez plaît. pas, candidatez pas. Elles ont du travail. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de la perception du manque de diversité dans notre milieu. Ouais. Déjà, comment toi tu le vois et comment tu le vis au quotidien en fait? Bah, c'est quelque chose qui me touche beaucoup Mhm, et que j'essaye de travailler là-dessus et j'essaye d'amener ma petite touche sur un petit peu tous les projets sur lesquels je travaille mhm, parce que je trouve que c'est hyper important. La représentation est pas suffisante du tout, je trouve, même si clairement il y a une évolution. mhm, Depuis, ça doit faire à peu près 8 ans que j'ai commencé. Et je vois mhm, nettement les choses ont vraiment changé. Mais c'est quand même un petit peu, il y a plein de choses qui sont encore trop lentes, je trouve. mhm, Euh, mais je sais aussi qu'il y a des organismes qui travaillent beaucoup là-dessus, comme le collectif 50-50. mhm, bien Ils sûr, sont ouais. super. D'ailleurs, je conseille à tout le monde d'adhérer au collectif 50-50. C'est vraiment Mhm. une très belle démarche. Et ouais, il y a un problème au niveau de la représentation. Euh, C'est sûr, mais je pense que tout le monde s'en rend compte et entre les quotas et puis même les discussions, il se passe quelque chose, quoi. C'est en train d'évoluer. Mais comment toi tu pourrais, à ton niveau, l'expliquer un peu ce manque de diversité en fait? Ça serait dû à quoi en fait? Mais c'est que les rôles sont très souvent écrits pour des personnes blanches, quoi. Mhm, Et en fait, c'est là où nous, on intervient, en fait, quand on peut, les rôles n'ont pas de couleur. Juste, on propose des personnalités, des énergies, des gens, sans réfléchir trop à la couleur de peau. Et c'est comme ça, en fait, que ça peut évoluer. Mais c'est vrai que souvent, les rôles principaux sont quand même beaucoup écrits pour des personnes blanches, quoi. mhm. Est-ce que ça veut dire que toi, à ton niveau, des fois, quand tu reçois les castings pour les rôles et que peut-être on te dit tel personnage est caucasien et tu te dis, mais si ça apporte pas de plus à l'histoire, si c'est pas, c'est pas pour jouer Napoléon ou pour je sais pas quoi, est-ce que toi, ça t'est arrivé de retourner dire, hé, pourquoi on n'irait pas plus dans cette direction que dans l'autre? Est-ce que toi, à ton niveau déjà, tu as un peu ce pouvoir-là? Complètement. Je le fais d'ailleurs presque tout le temps. Parce que c'est hyper important pour moi, parce que moi, quand j'étais petite, il n'y avait aucune représentation et que ça m'a marqué, ça m'a touchée et que j'ai envie justement de participer à cette amélioration de la représentation, quoi. Donc oui, je le fais. J'en parle pas forcément immédiatement. Mhm, Souvent, ce que je fais, c'est que je lis et dans mes propositions, en fait, je mets de tout, tout type de personnes. Et puis ensuite, en réunion, on en discute, on voit mhm, pourquoi là, ce serait pas possible, mhm, pour quelles raisons et est-ce que les raisons sont de bonnes raisons. mhm. Et puis voilà, ensuite, on voit. C'est bien ce que tu dis, on en discute, mais ça veut dire dans ce cas-là, avec qui on en discute à ce niveau-là? Est-ce que tu vas retourner vers le réa pour lui dire, hey, je peux te faire des propositions par rapport à ce personnage-là? Est-ce qu'on va aller à la chaîne, on va aller au diffuseur, ou est-ce qu'on discute avec qui en fait? En général, au tout début, c'est quand même production et réal. C'est quand même en premier. Et ensuite, on en parlera à la chaîne un peu plus tard, parce que de toute façon, la chaîne, ils n'ont pas le tout début du projet, c'est quand même beaucoup en production réelle. Et ensuite, on montre un package un petit peu à la chaîne, on voit ce qu'ils en disent. Et puis, c'est là qu'ils interviennent. S'ils trouvent que telle personne, ça marche pas, il peut y avoir des recasts et tout ça, mais c'est souvent comme ça. Ça dépend aussi des projets, mais c'est souvent comme ça. Et comment ça s'est perçu en fait? Est-ce que du coup, toi, on te voit un peu comme la jeune fille dès qu'il y a un rôle qui veut rechanger les choses, c'est genre la chieuse de service, tu vois? Ouais, ça peut être un petit peu ça. Mais en même temps, les gens sont un peu mal à l'aise sur ce sujet, donc J'imagine, je ouais. vais pas, je vais pas me faire envoyer chier là-dessus. Parce que D'accord. les choses changent et peut-être qu'à l'époque, c'était un petit peu plus le cas. Et surtout, à l'époque, je disais rien parce que
j'avais peut-être moins d'expérience, de légitimité à le faire. Mais en fait, aujourd'hui, il y a tellement de débats. Le débat est vraiment ouvert là-dessus. On peut en parler sans se prendre la tête du tout. Juste en parler et voir ce qui est possible de faire. Ça veut dire, est-ce que quand tu y vas, tu vas avec des pincettes ou tu vas franco, tu leur dis, écoutez les gars, je pense qu'ici, un petit noir ou un petit maghrébin. Mais tout dépend de qui on a en face. C'est aussi ça, le casting, c'est de s'adapter à qui, avec qui on travaille. Ça dépend. D'accord, je te remercie beaucoup pour ta franchise. Là, on arrive dans la partie de l'émission où on parle actualité. Bon, je sais que tu peux pas tout nous dévoiler, mais nous dire un petit peu sur quoi tu travailles, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta vie de directrice de casting. Alors, en ce moment, là, j'ai fait beaucoup de casting de courts-métrages dernièrement. J'aime beaucoup faire des courts parce que ça ouvre plein de possibilités. C'est des belles histoires à chaque fois. Donc, j'ai aidé Jordan Brandao Rodriguez, qui est en fin de cursus à la FEMIS, qui fait son court-métrage de sortie de FEMIS. Et je commence un court-métrage d'horreur, le casting d'un court-métrage d'horreur, là, tout juste en ce moment. Et bon, c'est d'autres choses où je pourrais, moi, en dire, mais je suis sur une consultation sur une comédie UGC, cinéma. D'accord, wow, super. Et j'attends avec impatience la sortie d'une série, pareil, où je peux pas dire grand-chose, mais une série Canal+, qui s'appelle Les Sentinelles, qui va être, je pense, vraiment très bien. J'espère, en tout cas. Donc, si on veut rester en actu, on va aller faire un tour sur ta page, etc. On pourra voir ces trucs-là. Ouais. C'est ça. J'aimerais te poser une question sur les ateliers que donnent deux fois les directrices de casting. Oui. Est-ce que toi, t'en fais quelle est ton opinion là-dessus? Tu sais, parce que maintenant, on en voit un peu de tout va, en fait. Donc, on en voit tout le temps, en fait. Oui, je conseille vraiment à... Ouais, c'est super de faire des ateliers, des stages, des rencontres. C'est vraiment bien. Rien que nous, on peut rencontrer des comédiens qu'on n'aurait peut-être pas rencontrés en cherchant comme ça. Parce que souvent, pas d'agent. Donc, ouais, ça aide bien pour les rencontres. Et puis même pour le travail, c'est vraiment des séances de travail où on va chercher ensemble, on essaye de travailler un petit peu les petits défauts, entre guillemets, enfin les petites choses qui pêchent un petit peu dans le jeu de chacun. Et si je peux conseiller un atelier qui est vraiment, vraiment bien, c'est la Ciné Masterclass, qui est très connue déjà. C'est vraiment un super atelier. Et puis les filles qui travaillent là-dessus sont super. Non, je te pose la question parce que j'ai reçu des comédiens et comédiennes qui parlaient que les ateliers, des fois, ils avaient l'impression que les cast les faisaient pour cachetonner ou parce que vous voyez beaucoup de monde dans ces ateliers. Est-ce que vous allez vraiment prendre le temps de répondre? Ouais, c'est payé, c'est pour ça. Ouais. D'un côté, je comprends, et d'un autre côté, tout travail mérite salaire quelque part. Donc, forcément, on essaye d'adapter au max au collectif, enfin au groupe. Évidemment, on n'est pas là pour prendre l'argent des gens. C'est pas ça. Ouais. On vient pour passer un bon moment, puis pour travailler ensemble. Ouais, non, moi je pense qu'en tout cas, moi je le vois vraiment comme des rencontres. Et au contraire, quand on en fait beaucoup, c'est qu'aussi on a peut-être un moment où on a moins de casting, qu'on n'a pas de projet. Et en fait, c'est justement un bon moment pour faire plusieurs ateliers parce que on a le temps. On a le temps de vraiment se concentrer et prendre le temps de rencontrer des gens et d'essayer de les garder en tête. Parce que quand on est sur plusieurs projets ou sur des projets, c'est très difficile d'avoir l'espace mental pour faire un atelier et pour donner vraiment beaucoup d'énergie aux gens. Non, mais du coup, quand tu fais ces ateliers-là, tu sais, à la fin de l'atelier, tu dis au revoir aux comédiens, comédiennes, etc. Des fois, tu leur dis, envoyez-moi vos dossiers. Ouais. Est-ce que tu les archives? Ça se passe comment après? Moi, ce que je fais, c'est que je filme à chaque fois les ateliers. En fait, je fais vraiment des conditions casting. Donc, je commence par ma petite présentation. Ensuite, on fait les scènes. On discute de tout ça tous ensemble parce que comme tout le monde est là, tout le monde peut intervenir aussi. Donc, ça ne me dérange pas. Et ensuite, je garde une présentation et une prise de la scène, moi, dans mes dossiers pour retourner voir si... Je le fais souvent, d'ailleurs, quand j'ai des castings où je cherche des petits rôles ou même d'autres rôles. Je vais regarder et comme ça reste dans mes fichiers. Et je sais que même s'ils n'ont pas d'agent, je les garde en tête. C'est aussi pour ça que ça aide vachement les ateliers.
Oui, donc toi, tu conseillerais aux jeunes comédiens ou même aux comédiens affirmés de faire de temps en temps des ateliers pour vous rencontrer, juste Ouais, montrer qu'on est encore là, on existe. ouais, ouais. Franchement, c'est super. Rencontrer des direcastes, c'est la meilleure façon parce qu'il y a le théâtre, mais ouais, je trouve que les ateliers, les stages, c'est la meilleure façon de rencontrer des direcastes. C'est ce que je conseille à chaque fois. D'accord, je te remercie. Là, maintenant, c'est la partie tips de l'émission, c'est la partie où on donne des conseils. Toi, par exemple, si tu devais démarrer dans ce milieu, si on retourne 8 ans en arrière, c'est quelle chose t'aurais voulu savoir avant de te lancer dans ce milieu? Alors ça, euh, je me rendais pas compte de l'ampleur, de l'importance de cultiver son réseau. Je trouve que c'est hyper important et que quand on débute, on ne s'en rend pas compte, qu'on vient avec plein d'idéaux et une passion. Et en fait, ça passe quand même beaucoup par le relationnel et l'échange, le partage. Donc en fait, se créer vraiment des contacts solides et des relations solides, c'est très important. Et partout, que ce soit avec des comédiens ou des prods, des réals, ou des gens du théâtre, enfin peu importe, tous les gens du milieu, c'est bien de se créer son petit réseau. Parce que c'est comme ça que ça marche beaucoup. L'entraide aussi, c'est ça que tu es en train de dire, en fait? Ouais, c'est ça. L'entraide et puis même qu'on pense à toi pour des projets ou qu'on parle de toi à des gens. Mhm. Rien que là, pour ce podcast, c'est une comédienne qui t'a parlé de moi. Donc, voilà, Oui, c'est du réseau, quoi. ouais, Marie-Myriam Lani, oui. Oui. Merci à elle, d'ailleurs. Merci à eux parce que c'est vraiment une très belle conversation. Mais, tu sais, justement, quand tu parles de réseau, est-ce que toi, en tant que directrice de casting, ça t'est déjà arrivé de recommander un acteur à une autre directrice de casting? T'as vu qu'elle cherchait quelque chose, tu as dit, Oui. hey, j'ai le comédien génial pour ça. Ah oui, oui, vraiment tous les jours. C'est vrai? Oui, oui, je suis très, très amie avec plusieurs castings, enfin, avec Pauline Duterte, Lisa Lost, Coralie Amideo, enfin, Yannick Maillot, on est plein, on est très, très proches dans la vie, en dehors du travail. La limite est floue, en fait, entre le travail et la vie. Et on se parle beaucoup, autant de la vie que des projets. Et Mhm. on se conseille plein de comédiens tout le temps. D'accord. Mais justement, est-ce qu'on peut aussi aller de l'autre côté? On vous conseille plein de comédiens. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire, ah ouais, non, lui, il le reçoit jamais en casting, lui? Sans donner de nom. Oh oui, 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 bah oui. Oui, oui. Mais Il y a justement, des mauvaises expériences, donc forcément. qu'est-ce qui fait justement qu'on arrive à ce stade-là que vous vous dites, cet acteur, lui, il a franchi la ligne, ne le voyez plus jamais en casting. Qu'est-ce qui ferait justement qu'on rentre dans cette case? Bah, ça arrive pas souvent, heureusement, hein, mais quand ça arrive, c'est quelqu'un qui dépasse ses limites, et, qui est désagréable, malpoli ou qui remet en question nos compétences alors qu'on est censé savoir, enfin, on sait ce qu'on fait. Donc, ça arrive un peu souvent quand même. Ouais. Mais soit on les recadre et ça se passe mieux, soit vraiment ça se passe pas bien et puis on en parle à l'agent. Et puis nous, forcément, enfin, on est humains, hein. Mhm. On en parle autour de nous, à nos amis en casting. Et puis oui, on Mhm. peut se faire blacklister quand on se comporte mal en casting. Mais je trouve ça très intéressant parce que tu dis que c'est quelqu'un un acteur ou une comédienne qui remettra en question tes compétences. Est-ce que c'est déjà arrivé en casting? Quelqu'un dit non, moi je le vois pas comme ça, là. Ah oui, parce que j'ai commencé jeune, je pense. Et du coup, peut-être que ça déstabilise certaines, de voir quelqu'un de plus jeune donner des conseils de jeu. Mhm. Pour arriver à quelque chose de plus juste, parce que on pense toujours que l'âge fait l'expérience, alors que pas forcément. C'est aussi quelque chose qui vient avec la sensibilité, surtout dans le cinéma, quoi. C'est de la sensibilité, c'est du ressenti, puis c'est un échange, c'est un travail ensemble, quoi. Et oui, il y en a qui considèrent que non. Donc ouais, ça arrive. Mais toi, du coup, tu réagis comment? Tu le prends comment? Est-ce qu'au début, tu dis, bon, on se connaît pas, c'est normal, c'est la première fois, peut-être, je sais pas. Mais, ou sinon, tu. Oui, j'essaie de pas me braquer tout de suite, mais bon, si t'es trop insistant, bah, je vais pas insister non plus, hein, je vais laisser tomber, on va faire le casting, laborieusement, du coup, mais voilà, on va faire le casting, et puis c'est tout, et puis c'est pas quelqu'un que je vais recommander. D'accord. Super. Parce que, Bon, ouais, voilà, c'est sûr, c'est pas agréable, ni pour lui, ni pour moi, enfin, ni bien pour sûr. ni pour moi.
Donc, Bah non, c'est pas constructif du tout. Quelqu'un qui arrive, qui me remet en question tes compétences, bah non, tu t'es trompé de métier, mon ami. Voilà. Bon, en tout cas, Martha, c'était un plaisir de discuter avec toi et j'espère que nos auditeurs ont appris plein de choses et des erreurs à éviter. Donc franchement, merci beaucoup pour ton temps. J'espère aussi. Merci pour ton temps. Et j'ai toujours rêvé de dire ça à une directrice de casting. Merci, on vous rappelle. Merci. À bientôt, Martha Lenos. Ciao, ciao. À bientôt.